Pendant longtemps, emménager ensemble était considéré comme une étape obligatoire dans la vie d'un couple lorsque la relation devenait sérieuse. Aujourd'hui, les choses évoluent et de plus en plus de couples choisissent de s'engager dans une relation tout en gardant chacun leur logement. Les sociologues appellent cela les couples living apart together. Selon certaines études européennes, aujourd'hui, 8 à 10% des couples choisissent de fonctionner comme ça. Ce choix est particulièrement fréquent chez les personnes divorcées, les familles recomposées et les personnes de plus de 50 ans. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Est-ce que le couple a plus de chances de durer sans vivre sous le même toit? Est-ce que cela protège la relation ou est-ce que ça empêche plutôt à certains problèmes d'apparaître? Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'un membre du couple souhaite vivre ensemble et que l'autre s'y oppose? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. L'histoire montre que la vraie question n'est pas toujours celle du logement. Récemment, j'ai entendu l'histoire d'un couple, une famille recomposée, chacun a eu des enfants d'une précédente union. Ils vivent chacun de leur côté dans des logements différents et la femme est très attachée à son logement, elle a un certain confort de vie, un loyer faible et lui vit dans un autre logement et aimerait vraiment que tout le monde puisse se rassembler. Mais au fur et à mesure des mois, ce sujet est devenu un sujet de tension et il lui a posé un ultimatum en lui disant que si elle ne se décidait pas à vivre avec lui, eh bien, ce serait la fin de la relation. Mais en entendant cette histoire, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment le logement qui est le sujet principal? Ou est-ce que chacun essaye de répondre à un besoin profond très différent? Car derrière un simple « je veux vivre ensemble » ou « je préfère garder mon logement », il y a souvent d'autres types de demandes qui sont un besoin de sécurité ou un besoin de liberté, un besoin de construire une famille, un besoin de préserver un équilibre ou un besoin d'être rassuré sur l'engagement de l'autre. Et tant que ces besoins ne sont pas clairement exprimés, eh bien, le débat tourne autour de la question du logement alors que le problème est ailleurs. C'est pour ça qu'en tout début de relation, j'invite les couples à discuter du cadre relationnel. Parce qu'avant de pouvoir se projeter dans un ou dans deux logements, eh bien, il est important de se poser ces différentes questions. Est-ce qu'on souhaite vivre ensemble ou non? Comment on imagine l'avenir? Comment se répartir les tâches du quotidien? Quelle place garde-t-on pour nos moments seuls? Aborder ces différentes questions en amont permet de se prémunir de conflits futurs sur des sujets qui n'auraient pas été encore abordés. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo complète sur ce sujet du cadre relationnel que je t'invite à consulter et j'ai créé un document que tu vas pouvoir télécharger directement en description. Un document qui rassemble 60 questions qui vont te permettre de poser un cadre à ta relation. Alors pourquoi de plus en plus de couples choisissent de vivre chacun chez soi? Bien, une des premières raisons, c'est de ne pas forcément reproduire les erreurs du passé. Souvent, nous avons vu les couples de nos parents, de nos grands-parents, avec des foyers où il y avait du conflit, une répartition inégale des tâches ménagères ou des tâches du quotidien, une charge mentale importante et déséquilibrée, une perte de liberté et une routine qui éteint au fur et à mesure du temps la relation. Et tous ces couples qui ont vu cela, souhaitent vivre autrement. La deuxième raison est de pouvoir garder une certaine autonomie. Vivre chacun chez soi permet de garder un espace personnel, pouvoir maintenir certaines habitudes, disposer de temps seul et gérer son quotidien à son rythme. La troisième raison, c'est d'essayer de préserver le désir et l'attirance entre les membres du couple. En vivant chacun chez soi, on permet de laisser un espace de mystère. On permet aussi de choisir les moments où on va se retrouver. Et on évite tous ces petits désagréments du quotidien avec les chaussettes qui traînent, les proutes, le désordre et les habitudes agaçantes. La quatrième raison, et pas des moindres, c'est celle d'éviter les conflits. Et bien évidemment, lorsqu'on ne vit pas sous le même toit, les sujets de conflit peuvent être assez réduits. En tout cas, les conflits qui concernent tout simplement le quotidien partagé. Le ménage, les horaires, les habitudes de vie, l'organisation de la maison
etc. À l'inverse, beaucoup d'autres couples choisissent la vie commune sous le même toit parce que leur besoin profond est évidemment de partager le quotidien avec leur partenaire. Leur premier souhait est de construire une véritable vie commune en partageant des projets communs, un foyer, un achat immobilier, la construction d'une famille. Ils associent naturellement la cohabitation à l'engagement. La deuxième raison qui motive les couples à vivre ensemble, c'est aussi de découvrir leur partenaire dans le quotidien. Vivre ensemble, ça permet de découvrir chez l'autre ses qualités, ses défauts, ses habitudes et aussi sa manière de gérer les difficultés. On apprend à aimer quelqu'un dans sa réalité et non pas seulement dans les moments choisis. La troisième motivation des couples qui vivent ensemble, c'est aussi de développer des compétences de couple qui vont être par exemple la communication, la négociation, savoir faire des compromis ou encore apprendre à résoudre des conflits. Une quatrième raison, c'est aussi l'interdépendance, c'est-à-dire pouvoir compter l'un sur l'autre. Aujourd'hui, on a tendance à croire qu'une relation saine, c'est être indépendant. Mais fondamentalement, dans une relation, il y a une notion de dépendance à l'autre qui est tout à fait normale. Cette dépendance, elle peut être financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être organisationnelle, elle peut être matérielle. Et les couples qui vivent ensemble acceptent cette dimension. Donc ce n'est pas de la dépendance malsaine et nocive, on parle plutôt d'interdépendance. Et donc ça repose sur le fait de pouvoir compter sur l'autre, par exemple lorsqu'on traverse une période difficile, se soutenir mutuellement dans les épreuves comme dans les réussites, partager les responsabilités plutôt que tout porter seul, avoir le sentiment de fonctionner en équipe avec cette idée que à deux on est plus fort et réduire le sentiment de solitude que peuvent ressentir certaines personnes. La proximité entre deux personnes permet souvent de créer une stabilité et un sentiment de sécurité dans la relation. Et enfin, la cinquième motivation de ces couples, c'est aussi l'aspect pratique, pouvoir partager les frais, simplifier l'organisation ou faciliter la vie de famille. Alors, quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier le logement commun ou le chacun chez soi? Eh bien, je pense que la question n'est pas forcément celle-ci. En réalité, la vraie question est plutôt pourquoi ai-je autant besoin que nous vivions ensemble? Ou pourquoi ai-je tellement besoin que nous gardions chacun notre logement? Se poser ces deux questions permet de voir les besoins qui se cachent derrière ce dilemme. Parce que dans chaque choix que vous faites, il y a des avantages et des inconvénients et de choisir un logement séparé, eh bien ça comporte aussi différentes complexités qui sont par exemple le budget que cela peut demander puisqu'avoir deux logements coûte 2 fois plus cher. Cela demande aussi une organisation importante, un bon niveau de communication. Cela nécessite aussi d'avoir un bon niveau de confiance en l'autre et ça ne doit évidemment pas permettre de cacher une partie de sa vie ou d'éviter certains sujets difficiles. Le choix du logement séparé ou du logement différent doit être accepté des deux côtés. Si l'un accepte un choix pour faire plaisir à l'autre, cela va forcément générer des frustrations sur le long terme. Et parfois, derrière ce choix assez difficile se cachent certaines blessures. Par exemple, pour une personne qui a un style d'attachement évident, elle va plutôt aller naturellement vers une vie qui va être chacun dans son logement pour pouvoir éviter l'intimité, la proximité émotionnelle, pouvoir maintenir une certaine dose de liberté et de distance, alors qu'une personne au style d'attachement anxieux, par exemple, va choisir plus facilement la cohabitation pour pouvoir favoriser un plus grand niveau de connexion, une plus grosse dose de lien, etc. Et donc c'est important de pouvoir identifier les mécanismes inconscients à l'œuvre derrière ces questions assez matérielles. Si tu traverses des difficultés dans ton couple et que tu aimerais comprendre ce que vous vivez, j'ai créé un questionnaire gratuit. Il te prendra moins de 10 minutes à remplir et te permettra de recevoir un mini diagnostic personnalisé de tes dynamiques relationnelles sous 48 heures. Le lien est juste en description.
Mais il peut aussi y avoir des motivations beaucoup plus pragmatiques, comme le partage des finances, la simplification du quotidien, construire un projet commun. L'important est de pouvoir discuter de tout cela librement entre les deux partenaires. Enfin, il y a quelques cas particuliers où la question du logement se pose moins ou se pose pas du tout. Je pense notamment aux familles recomposées où souvent les personnes font le choix de rester chacun chez soi pour limiter, on va dire, l'émergence de conflits entre les enfants issus d'une autre union. Il y a aussi souvent des différences d'éducation, donc les couples préfèrent préserver leur sphère, préserver également les enfants. Mais ce n'est pas non plus toujours vrai puisque d'autres familles recomposées choisissent de vivre et d'accepter de reconstruire une nouvelle vie sous le même toit. Donc il n'y a vraiment pas de règles, c'est vraiment en fonction des besoins et des attentes de chacun. Pour les couples qui souhaitent construire leur famille et avoir des enfants, souvent aussi la question de vivre ensemble arrive naturellement puisque pour pouvoir accueillir un enfant, en général on préfère le faire sous le même toit, ça coule de source. Même si certains couples aujourd'hui tentent l'expérience de vivre chacun chez soi avec des enfants, j'ai déjà vu ça, mais bon, ça reste des cas très rares. Donc comme nous l'avons vu, la vraie question n'est généralement pas celle du logement, mais c'est plutôt comment est-ce que nous pouvons répondre à nos besoins respectifs et construire une relation saine et épanouissante, peu importe le choix que l'on fait. Comment peut-on apprendre à mieux communiquer, à mieux se comprendre, à mieux gérer les conflits, que l'on soit chacun chez soi ou que l'on soit sous le même toit. La réalité, c'est que les couples peuvent être complètement dysfonctionnels sous le même toit et très sains en étant chacun chez soi, et l'inverse existe aussi. C'est pour ça que sur cette chaîne, j'essaie de vous transmettre des compétences et des outils pour pouvoir vous aider à mieux relationner, à créer des relations plus saines, plus épanouissantes, plus équilibrées. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à qui tu souhaites et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je te laisse télécharger le PDF 60 questions pour définir ta relation de couple directement en description et je te donne rendez-vous dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.